Bonjour, nous sommes le 21 août 2025. À la fin de cette vidéo, nous allons bien sûr analyser la rencontre Trump-Poutine et aussi un sujet important qui concerne toute l'humanité. Avant de commencer, j'aimerais vous partager une expérience forte pour moi. En tant qu'éveilleur de conscience, je vous fais régulièrement des vidéos sur les bonnes nouvelles. À ce jour, j'ai un réseau de plus de 60 000 followers, c'est très bien, et je me retrouve dans une situation particulière. En effet, je suis seul devant mon écran pour m'enregistrer et je me dis que je m'adresse à 60 000 personnes. Mais où sont-elles? Dans quelle ville de France? Dans quel pays francophone ou étranger? Pour ma part, je suis plutôt l'homme du présentiel quand j'anime des stages ou des parcours sur des sites sacrés. Attentif aux réactions, en lisant dans les yeux, avec le regard de l'âme, sensible au sourire et aussi au clin d'œil. Il se trouve que début août, j'ai participé à une rencontre internationale avec 500 personnes. Et là, ce fut une bénédiction pour moi. Je ne connaissais personne, mais les personnes m'avaient reconnu soit par mon nom sur mon badge, soit par mon visage, soit aussi par ma voix. C'étaient mes followers, des jeunes et des moins jeunes, des chercheurs de vérité, des pèlerins de la vie. Même une femme en fauteuil roulant. Ce fut un grand moment de partage sous la bannière sans le petit écran qui effectivement nous sépare toujours, et l'informatique sur le plan énergétique, c'est aussi une séparation. J'ai vu des lumières briller dans les yeux, des regards complices, des échanges profonds et même des confidences. Bref, la vraie vie avec des hommes et des femmes authentiques sur leur chemin d'évolution. Alors un grand merci à tous celles et ceux que j'ai croisés durant ce séjour par dizaines. Et puis merci à ceux et celles que je vais rencontrer aussi plus tard. Alors on va commencer par la France. La loi du plomb a été votée en juillet sous les ordres de la FNSEA et le clin d'œil complice de l'UE. Et qui mieux que Gabriel Attal pour jouer les marionnettes dans ce théâtre de l'absurde. Mais Élise Bordet, ingénieure agronome, vient de démonter tous ces mensonges avec une précision chirurgicale. Elle l'a fait sur Internet, c'est tout de même l'ancienne directrice de stratégie et d'innovation chez Sequence, un leader mondial des molécules actives pharmaceutiques, et elle est experte sur le sujet. Dans une vidéo très taquine et quelque peu acerbe, elle remet formellement et fermement Attal à sa place et cite des études sur la neurotoxicité. Avec ces scientifiques qui démontent immédiatement les mensonges du gouvernement, c'est intéressant de voir cela. D'ailleurs, la langue des oiseaux nous dit « gouvernement ». Parlons de Bayrou aussi. Il a instrumentalisé l'incendie dévastateur de l'Aude pour confirmer le réchauffement climatique et nourrir le fameux narratif écolo-apocalyptique. Pas de chance. Le procureur de Montpellier, eh oui, donne les résultats de l'enquête et inflige un cinglant désaveu. Je cite le procureur. « L'origine de l'incendie est criminelle, volontaire et absolument pas liée au réchauffement climatique. » Fin de citation. Alors une fois de plus, Bayrou s'est fait auto-piéger. Maintenant, accrochez-vous. Voici la petite annonce de la société Oscours Public Production, le 10 juillet. Je cite. « Pour garnir les Champs-Élysées le 14 juillet, nous recherchons 500 figurants pour garantir une foule en liesse pour la descente du président. Tous les profils sont les bienvenus. La rémunération est de 98 €. Voilà, c'est officiel. Décidément, EM vit dans son monde de plus en plus virtuel et les Français, eux, vivent concrètement dans un pays en crise. Voici les dernières informations sur l'Ukraine. Elles nous viennent de la députée Anna Sklorogod du parti Zelensky et qui fait la révélation suivante. Je cite, « Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a eu 400 000 désertions de militaires. » Oui, elle a bien dit 400 000 désertions, ce qui fait quand même beaucoup.
Nous sommes bien loin de l'héroïsme de l'armée ukrainienne clamé par tous les médias de grand chemin. Le chef du service fiscal ukrainien, Ruslan Kravchenko, annonce « Le nombre de millionnaires en Ukraine a augmenté de 59% en un an ». Certains Français se posaient la question de savoir où partait l'argent envoyé en Ukraine. Maintenant, ils ont la réponse officielle. Et ces mêmes millionnaires achètent des propriétés sur la Côte d'Azur. Sans commentaire. Voici une information intéressante et censurée concernant la guerre Israël-Iran. L'Iran a mené l'une des frappes les plus stratégiques du siècle, l'Institut Weizmann, le joyau scientifique d'Israël, temple de la recherche en génétique, en biotechnologie et en biodéfense, qui a été pulvérisé en quelques minutes. Des milliers d'échantillons d'ADN, des lignées cellulaires embryonnaires, des applications de guerre biologique, une perte estimée à 5 milliards de dollars et surtout au bilan 90 ans de patrimoine scientifique envolé. C'était un pilier discret du complexe militaro-scientifique israélien impliqué dans des programmes de développement d'armes biologiques. L'Iran a brisé un maillon central de la guerre de demain. J'avais fait une vidéo sur la paix il y a quelque temps. Les guerres sont vraiment terribles, mais là, nous avons une bonne nouvelle pour le futur de l'humanité. La paix avance dans le monde à petits pas, mais quand même un peu partout. Le 8 août, nous avons eu un accord de paix historique qui a été signé à la Maison-Blanche pour résoudre le conflit du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'accord a été négocié par Trump. Un nouveau couloir de transit stratégique dans le Caucase du Sud sera établi. Il est baptisé TRIP. Côté russe, Madame Zakharova annonce qu'il était nécessaire de créer une zone de stabilité dans le Caucase du Sud. Elle dit « L'une des conditions les plus importantes est la normalisation complète des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. » Allons voir ce qui se passe en Chine. Nous avons une révolution énergétique. Un réacteur à sel fondu au thorium qui a pu fonctionner en continu. Le thorium a plus d'avantages que l'uranium dans le domaine nucléaire. Plus abondant dans la nature, il génère moins de déchets, il fonctionne à pression atmosphérique, donc moins de catastrophes. En 1960, c'est déjà vieux, les États-Unis ont mis de côté la technologie à sel fondu au thorium. On n'en parlait plus. La Chine a continué avec l'Institut de physique appliquée de Shanghai. En 2018, ils sont passés de 30 chercheurs à 400 chercheurs. Et le résultat est là. Le réacteur a été rechargé en thorium tout en continuant sa production, ce qui n'est pas du tout possible avec l'uranium dans les centrales classiques. Et un autre réacteur de 10 MW va être construit pour 2030. La Chine se présente donc comme leader mondial du nucléaire propre. Toujours la Chine, elle continue à innover avec ses ingénieurs. Elle vient de dévoiler un train maglev supraconducteur à lévitation magnétique, atteignant une vitesse impressionnante de 600 km/h. Pékin-Shanghai en seulement 2h30. La solution innovante du tunnel de suppression des bangs soniques, parce que c'est très rapide, rend le train silencieux et de plus les émissions de CO2 sont faibles. Pendant ce temps, l'Europe invente les bouchons sur les bouteilles de plastique. Alors, voici les dessous de la géopolitique. Là aussi, je cite mes sources, à la fois Alexis Cosette et Idriss Aberkan, deux experts en géopolitique qui seront d'ailleurs diplômés. Alors, vous vous rappelez le rendez-vous de Trump avec Trudeau au Canada. Eh bien, Trudeau a démissionné quelques jours après, car il avait des casseroles derrière lui et Trump l'a fait chanter. Tout le monde a été surpris de ce départ rapide. Eh bien, de même, von der Leyen a vu Trump pour les droits de douane dernièrement. Le résultat, c'est 15% pour les droits de douane pour l'Europe et 0 pour les États-Unis. Les médias de grand chemin ont dit qu'elle a négocié au mieux. Ben voyons. En fait, Trump lui a imposé directement les 15%. Il l'a fait aussi chanter avec les emails de Pfizer. En effet, il les a eus par la NSA. Ces techniques de dissuasion sont vraiment efficaces.
Alors nous allons bien sûr analyser la rencontre historique de Trump et de Poutine. Vous avez dû voir sur les médias. Tout d'abord, retenons plusieurs choses. La reconnaissance mutuelle des deux pays, ce qui était évident, l'absence de l'UE, la volonté de commencer des négociations sérieuses. Alors les médias de grand chemin s'attendaient à vraiment autre chose. Aussi, ils ont complètement disjoncté. À noter que la réunion a eu lieu en Alaska, région qui a été achetée par les États-Unis à l'URSS il y a 150 ans. Mais c'est aussi la convergence autour du pôle Nord, n'oublions pas. Les routes de l'Arctique sont le futur du commerce mondial, déjà pratiqué par la Russie et aussi par la Chine. Et Trump souhaite toujours acheter le Groenland pour participer de son côté, et bien sûr ce sujet a été abordé. Il serait naïf de croire que leur échange était centré uniquement sur l'Ukraine. C'était l'occasion de faire un point de géopolitique mondiale. Les sanctions de Biden ont fait que la Russie s'est jetée dans les bras de la Chine pour renforcer leur partenariat et du coup les BRICS ont pris beaucoup d'ampleur. N'oublions pas que l'ennemi numéro 1 des États-Unis, ce n'est pas la Russie mais la Chine. Il fallait donc briser l'alliance Russie-Chine, c'est pour ça que Trump a utilisé le soft power, c'est-à-dire le jeu de séduction vis-à-vis de Poutine. Le tapis rouge, les poignées de main cordiales, et même Poutine qui est monté sur The Beast, c'est-à-dire la bête, qui est le nom de la voiture blindée de Trump. Jusqu'à présent, aucun président étranger n'était monté dans The Beast. Le passage du bombardier B-2 dans le ciel a rappelé aussi la puissance des États-Unis. Bien sûr que le volet économique a été aussi abordé. On va voir ça en détail. Trump sait parfaitement que la Russie a des ressources minérales très importantes dans son sous-sol. Ces ressources minérales sont évaluées à 3 fois la dette US, c'est important, et c'est aussi l'équivalent du PIB mondial. D'ailleurs, les Rothschild, à une époque, voulaient prendre ces minéraux, mais sans résultat. L'idée est de bâtir des joint ventures, proches de 50-50, car les États-Unis sont meilleurs que la Russie dans l'extraction des minerais. Les médias n'ont pas dit que ce rapprochement économique a déjà commencé. C'est officiel, mais bien sûr censuré. Le jour même de la réunion à Anchorage, Poutine a signé un décret présidentiel pour le retour d'ExxonMobil sur le gisement Sakhalin 1. C'était déjà le cas avant la guerre en Ukraine et maintenant ça revient. C'est toujours d'actualité et cette signature est tout à fait significative. Ça montre le partenariat économique étroit entre les États-Unis et la Chine, et la Russie. Voilà le volet économique qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors la suite a été épique. Les Dalton de l'UE, vous savez qui c'est, se sont invités à Washington du style « Comment éviter Joe de rencontrer Lucky Luke seul ?» C'était quand même la réalité. Alors Trump en a profité pour leur donner une cinglante leçon. Tout d'abord, il a reçu Zelensky seul en tête-à-tête, bien sûr, comme il voulait. Puis ce fut l'UE. Il a répondu sèchement à von der Leyen, là-dessus il y a des vidéos sur Internet, en lui disant « ce n'est pas le sujet du jour, passons à autre chose ». Il était direct. Et aussi, il a coupé des échanges avec l'UE pour téléphoner en priorité à Poutine. Du style « c'est qui le patron ?» L'UE a demandé une négociation à 4, Poutine, Zelensky, Trump et l'UE, en rajoutant l'UE. Et Trump a répondu sèchement « il n'y aura qu'une négociation à 3. » Alors le décor est planté. Trump a confirmé aussi qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu comme demandé par l'UE, mais directement un accord de paix. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec les 6 conflits qu'il a gérés cette année, depuis le début de l'année. La ligne rouge aussi est déjà fixée, la Crimée restera à la Russie et l'Ukraine ne pourra pas rejoindre l'OTAN. Trump précise en plus qu'il n'y aura pas de bottes américaines en Ukraine. Les pays qui devraient participer à la sécurité seraient la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. On verra la suite. Alors dans un autre cadre, je change de sujet, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard,
a été interviewée par le podcast Pod Force One de Miranda Devine. On lui a demandé si elle croyait en la possibilité d'une vie extraterrestre. Gabbard a répondu oui. Ensuite, elle a dit que son équipe serait transparente avec le public le moment venu en disant, je cite, « Nous continuons à chercher la vérité et à partager cette vérité avec le peuple américain. » Alors merci pour cette révélation. Je reprendrai cette thématique dans ma prochaine vidéo de septembre pour aller un peu plus loin et vous en dire un peu plus. Alors pensez à partager ces bonnes nouvelles encore et encore comme d'habitude et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube pour être informé de ma prochaine vidéo sur l'exopolitique et la vie extraterrestre. Alors je vous dis à très vite.